C'est quelqu'un qui est une sorte d'explorateur des grottes et qui s'intéresse aux chauves-souris. Mais j'ai vu aussi qu'il avait quand même, je me suis dit pour le colloque, ça va être un peu léger si je dis ça, mais c'est quelqu'un qui a une multiple casquette et qui est tout à fait dans le ton des idéaux de la commune où on est à la fois ouvrier et intellectuel. Et il est capable de faire les deux. Il a participé à la commune de 71, une relecture sous la direction de Laure Goudineau. Et qu'est-ce que la commune? Cet ouvrage propose des pistes novatrices et rouvre le débat. C'est tout à fait nous. Et lui, apparemment, il est à côté de Quentin Duluarmoz, Éric Fournier, enfin des gens très bien. Jérôme Caretti, qu'on avait à Issoudun, Jean-Louis Robert, Jacques Rougerie, Robert Tombs, enfin là, voilà, bon, je passe. Alors, il est spécialiste, je lis un titre de ses publications, Les frontières du Paris insurrectionnel, échanges, surveillance et enjeux à travers l'exemple du département de l'Oise, mémoire de master 1 d'histoire, Université Paris 13 2010. Alors, je trouve ça assez remarquable parce qu'il se trouve que dans un autre domaine, quand j'ai passé moi-même ma thèse, je l'ai faite dans le domaine de la chanson, et j'aime bien ce qui est marge, ce qui n'est pas vraiment littéraire et ce qui n'est pas vraiment populaire, enfin, etc. C'est les intersections qui sont passionnantes. Hein. Et il a trouvé une zone, c'est un peu les fortifs de Paris, où on n'est ni sous le contrôle des Prussiens, ni sous le contrôle des communards. Et qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux? J'ai toujours trouvé passionnant ces entre-deux. Donc, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va en dire. Alors, il n'a que 2-3 photos à nous montrer, mais il faut qu'il nous les montre. Non, les autres, je vais rester sur cette carte-là, parce que j'avais pris ça, mais en fait, je vois qu'en zoomé, elle est très moche, la qualité. C'était juste pour avoir un aperçu déjà de la situation au moment de l'invasion. D'ailleurs, ici, on doit être au niveau de la limite du front, je pense, de 70. Alors, c'est en même temps, toi, à l'écran, ah, oui. il est actif. J'ai toujours rêvé de faire ça et ça marche là. Tu peux l'agrandir. Je vais plutôt rester là-dessus, je laisserai ça en fond pour nous aider. Voilà, ouais. C'est une des meilleures cartes que j'ai trouvées de la commune, que l'on peut trouver dans le livre de William Dinesen. Je vous le conseille vraiment, ce livre, il n'a pas été réédité depuis très longtemps. J'essaie de le faire rééditer aux éditions Libertalia. Et c'est une des cartes les plus correctes de la situation vraiment au 1er avril, donc à la veille de la guerre civile. Donc je vous laisse ça sous les yeux le temps de mon intervention. Alors je suis désolé, je vais lire, parce que si je ne lis pas, ça va durer 3 heures, parce que j'ai déjà fait cette conférence-là et ça a duré 3 heures. Et vu qu'il y a beaucoup de passion dedans, je préfère me limiter. En contrôle. Hein. Oui, bah justement, je vais essayer d'arriver au bout en lisant, du coup. Donc, la ville de Paris a vu ses moyens de communication complètement coupés à l'extérieur du 18 septembre 1870 au 28 janvier 1871, lorsqu'elle était assiégée par les troupes prussiennes. Durant cette période, seuls des ballons montés et des pigeons voyageurs ont permis le passage d'hommes et de courriers au-dessus des lignes ennemies qui encerclaient hermétiquement la capitale. Le moment de la Commune, moins de 2 mois plus tard, est souvent assimilé à un second siège de Paris. Pourtant, la situation est bien différente. Les préliminaires de paix du 26 février avaient fixé les limites qui divisent la France entre une zone encore occupée par les armées allemandes et une zone libre. Lorsque l'insurrection éclate à Paris le 18 mars, la ville est à la frontière de ces deux zones. Ainsi, c'est ce qu'on peut voir sur la carte, seulement la moitié du périmètre autour de la ville insurgée, à l'ouest et au sud, bon je ne vais pas la souris, mais vous pourrez voir là. C'est très beau, hein, il doit être là, voilà. Ah ici. oui. Toi, tu fais ça, par exemple. Donc, tout le sud et l'ouest et la partie... Ouais, non, je vais avoir du mal avec le truc à la main, je suis habitué aux souris. Bon, je vais le dire alors. Alors, donc, je disais, il n'y a que l'ouest et le sud qui finissent par être bloqués par le front avec Versailles, donc la rive gauche de la Seine, alors que la rive droite de la Seine, au nord et à l'est, les armées d'occupation allemandes vont rester en grande partie spectatrices derrière la ligne de démarcation. La ligne de démarcation, vous la voyez en bleu sur la carte, et elle ne fait pas que suivre la Seine. Il y a une zone, vous voyez, entre les remparts de Paris et les premiers forts du nord et de l'est, là, voilà exactement, qui est une zone neutre. Donc cette zone neutre, elle est assez particulière, c'est que personne n'a le droit de rentrer, ni allemand, ni communard, en armes, mais tout le monde peut y circuler. Donc c'est une zone assez libre.
Les anciens assiégeants laissent l'accès libre de leur côté pendant presque toute la durée des événements. La ville n'est donc pas de nouveau coupée du monde. Cet état de fait entraîne alors quelques questionnements. De quels moyens de communication dispose la commune et comment les utilise-t-elle? Qui et quoi passe ses frontières et pour quelles raisons? Où se trouvent les points de passage et quels sont les échanges entre la commune et l'extérieur? Pour saisir ces échanges entre le Paris libre et l'extérieur, les ouvrages de référence sur l'insurrection offrent déjà de bonnes pistes, mais c'est l'étude des rapports de police et des circulaires préfectorales qui surveillent spécialement les chemins de fer qui sont déterminants. Consultables aux archives des départements, ces sources sont éparpillées mais nombreuses. Nous avons surtout utilisé celle du département de l'Oise, où passe le chemin de fer du Nord par lequel beaucoup de circulation se fait. Enfin, les témoignages de personnes ayant traversé cette période sont toujours précieux pour finir de mettre en forme les circulations quotidiennes au cours de ces semaines révolutionnaires. Une fois la guerre terminée, la circulation entre Paris et l'extérieur reprend avec quelques difficultés. En plus des routes habituelles, les chemins de fer sont primordiaux pour cela, mais une grande partie du réseau est occupée et une part importante du matériel est détruite, ainsi que certains ponts qui sont coupés. Cependant, le trafic, à partir de début février, s'accroît sensiblement du fait de la reprise autorisée des chemins de fer par une convention passée avec les Prussiens le 30 janvier 1971. Le but de cette convention est surtout l'approvisionnement de Paris qui ressort d'un blocus éprouvant. Elle accorde au gouvernement français, je cite, une coexploitation des lignes de chemin de fer situées en deçà de la zone de démarcation. Le 9 mars, une autre convention accorde aux 5 grandes compagnies françaises des chemins de fer l'autorisation de reprendre l'exploitation de la portion de leur réseau comprise dans les territoires qui, à titre temporaire, resteront occupés par les armées allemandes. Ces 5 compagnies sont celles du Nord, de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans et de Lyon-Méditerranée. Dans le journal des chemins de fer, rappelant la situation au 11 mars, nous apprenons que sur les 17 546 km de chemin de fer exploités en France, les Prussiens en occupent 7 122, soit 40,6% du réseau ferré. Suite au 18 mars, comme les autres services publics, les chemins de fer sont désorganisés par le gouvernement dans le but de paralyser et d'isoler Paris, qui demande au préfet de rejoindre Versailles. Les gardes nationaux se chargent de remettre en marche le plus rapidement possible le cours normal de la vie parisienne et vont occuper rapidement les gares. La gare Saint-Lazare, située dans le 8e arrondissement, une zone de résistance, Tu me dis si je montre bien, là, ça, c'est la gare du Nord, c'est celle-là. Ouais. c'est celle-là. Voilà, c'est vraiment la voie pour Versailles normalement. Et Rouen. Voilà. Et donc il y a une forme de résistance dans cet arrondissement, et ce qu'ils appellent les bons gardes nationaux vont garder cette gare à un certain moment, mais au final ils n'auront pas le contrôle du trafic parce que les communards seront à Levallois-Perret et à Asnières. Remarque, si je te donne ça à t'appui, tu fais, tu vois, c'est une petite Bon, lumière, tu connais mieux la carte que moi. Ouais, voilà. Si, Et donc le chemin de fer, on va dire ici en gros les communards ils tiennent les gares, et donc même quand les résistants entre guillemets attrapent des insurgés, les envoient à Versailles pour être prisonniers, ils sont libérés à ce niveau-là. Donc en fait ils n'ont jamais vraiment contrôlé pour autant la gare, et au bout de quelques jours la résistance va disparaître. Donc j'en étais où? Et donc à partir de ce moment-là, les transports vont peu à peu se remettre en marche normalement, au moins du côté allemand, où le gouvernement a quasiment aucun moyen sur les voies ferrées. Au déclenchement des événements, Paris insurgé est bel et bien enclavé entre plusieurs frontières qui le séparent de Versailles, des armées allemandes et du reste de la France. Mais il tient les gares de départ des principaux réseaux français de communication. Les chemins de fer constituent ainsi des frontières réticulaires dont les deux camps vont alors très vite comprendre qu'elles sont essentielles. Le gouvernement cherche d'abord à avoir le monopole de l'information. Il bloque les moyens de communication entre Paris et la province. Le télégraphe est coupé et le service des postes est complètement interrompu à partir du 24 mars. L'Indépendant de l'Oise, parce que je me base aussi sur beaucoup de journaux de l'Oise, parce que c'est intéressant aussi de voir les médias de l'époque. L'Indépendant de l'Oise nous instruit sur cet état des choses dans son numéro du 4 avril. Je cite, « Le blocus intellectuel continue, nous n'avons reçu directement aucun courrier de Paris, et si nous sommes bien pourvus de nouvelles, nous le devons à des intermédiaires obligeants. » Alors ces intermédiaires, ce sont des personnes qui sont ou qui se rendent directement à Paris, et ils reviennent ensuite pour témoigner, où ils correspondent à partir des communes suburbaines occupées par les Prussiens, où les postes continuent à fonctionner. Donc conformément aux préliminaires de paix, les autorités françaises sont aussi bientôt de retour dans la zone occupée. L'article 8 prévoit qu'après, je cite, « la conclusion et la ratification du traité de paix définitif,
L'administration des départements devant encore rester occupée par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises, mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le commandant des troupes allemandes croira devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes. Une convention signée le 16 mars rend finalement l'administration des départements occupés à l'autorité française sans attendre le traité de paix définitif. L'état de siège y est cependant toujours maintenu par les autorités allemandes. Les troupes d'occupation continuent donc à garder les voies ferrées, ponts et autres endroits stratégiques. La ratification de la Convention est retardée par les événements parisiens qui vont aussi interrompre le mouvement prévu de retraite des Prussiens. Ceux-ci reviennent à proximité de Paris et ils réoccupent en nombre, spécialement Saint-Denis, qui commençait à évacuer. Le gouvernement... Saint-Denis, l'autre. Ah oui, parce que moi, je suis habitué. Mais... Bon, Saint-Denis, c'est ici. Alors Saint-Denis, on va beaucoup en parler parce que c'est un des plus gros lieux de transit pendant la Commune, en fait, pour sortir et rentrer, et spécialement pour faire la navette entre Versailles et Paris. Ce que nous allons voir a toujours eu lieu pendant les événements. Alors, une convention le 16 mars... le gouvernement prussien notifie la convention seulement le 25 mars et la rend effective le 28. Dès lors, les autorités françaises, donc les préfets et les polices notamment, peuvent revenir dans les territoires occupés. Monsieur Bourseau, le commissaire de police délégué spécialement par Versailles à la gare de Creil, que nous allons suivre par ses rapports quotidiens, semble prendre son poste entre le 6 et le 8 avril, date de son premier rapport. C'est autour de ces dates que les autorités civiles et policières françaises se réorganisent plus ou moins dans les départements occupés. Alors nous allons maintenant voir la circulation avec Paris. Le principal contact de Paris avec la province et avec l'Oise, que nous allons suivre spécialement, est donc le chemin de fer, qui établit une liaison directe. Le trafic a repris début mars. Les 2 dernières semaines de mars et la première moitié d'avril, aux gares de Chantilly, Creil et Clermont, qui sont au-dessus, malheureusement, il passe 4 trains allant à Paris et 4 trains dans le sens inverse, chaque jour, et à heure fixe. Le 12 avril, le commissaire de police, donc M. Bourseau, posté à la gare de Creil, remarque qu'il passe dans cette gare 21 trains dans les 24 heures. La ligne du Nord, donc, possède un service assez soutenu. Le 24 avril, le service des voyageurs s'accentue. Le chiffre des trains à destination de Paris s'élève maintenant à 7, 2 le matin et 5 le soir, dont les derniers qui sont très tard la nuit. Et dans l'autre direction, même nombre, 2 le matin, 3 l'après-midi et 2 le soir. Chaque train s'arrête à Creil. Alors Creil, je ne l'ai pas sur la carte. Même non. Mais Creil, en fait, c'est une des gares les plus importantes du réseau du Nord. Et à partir du moment où on prend la voie de chemin de fer du Nord et qu'on va suivre et qui va être en service quasiment toute la commune, on passe forcément par Creil. C'est pour ça que j'ai choisi de suivre cette gare-là. C'est tout droit au-dessus. Ouais, okay. Et c'est aussi, au passage, la ligne du Nord, c'est aussi un passage vers la Belgique et l'Europe du Nord en général. Et donc, en plus de ça, en moyenne, j'étais là, il y a le service du train que nous venons de voir, mais il y a aussi un service d'omnibus qui part de Paris, qui passe par Creil et qui ensuite va à ce moment-là au moins jusqu'à la Normandie et dans le Nord. Donc pareil, autant dire que les communications sont assez fréquentes et ouvertes. Et pour avoir un ordre d'idée, pour aller de Creil à Paris en train, à l'époque, il faut environ 1h30 et en omnibus, une moyenne de 2 heures. Donc c'est quand même la porte à côté, ces endroits-là. Et ça va surtout fonctionner pendant tous les événements. C'est cette activité constante qui fait la singularité de la ligne du Nord pendant l'insurrection. Au premier jour, le trafic est perturbé, comme nous le montre le récit de Joseph Nouland, qui le 21 mars met 20 heures avec un de ses amis pour rentrer dans l'Oise. Et même si quelques difficultés ont lieu à Gare du Nord, la ligne fonctionnera toujours au moins jusque Saint-Denis. Il est d'ailleurs souvent plus prudent et plus discret en fait, de prendre un billet pour Saint-Denis, et parce que soit après de là, on ne descend pas et on arrive quand même à Paris au terminus, ou soit si on veut ne pas paraître suspect, on descend et on finit à pied, où on peut faire quelques kilomètres à travers la plaine Saint-Denis. Donc il y aura toujours au moins cette possibilité, en venant de l'extérieur, de descendre à Saint-Denis et après de faire ce qu'on veut pour aller à Paris. Parce qu'après, on est dans la zone occupée par les Prussiens, où il n'y a pas la police de Versailles, et en plus, il y a la zone neutre où personne n'a le droit d'être en armes. Après des secousses, les autres lignes de chemin de fer ont aussi finalement plus ou moins repris le service. Après des secousses au premier jour de l'insurrection, elles vont presque toutes être coupées, surtout après le début des combats. On peut lire dans le journal officiel de la commune du 5 avril que, je cite, « Toutes les communications entre Paris et Versailles sont absolument coupées. Le service de la rive gauche ne fonctionne plus depuis hier matin. Du reste, il n'y a plus en ce moment à la gare Saint-Lazare que la ligne de ceinture qui continue à fonctionner.
Donc la ligne de ceinture, c'est un peu le... Elle existe toujours d'ailleurs. Enfin, oui, c'est vrai. C'est cette petite ligne qui est là et qui fait tout le tour. C'est un peu le périph' d'avant de Paris. Et donc ça, c'est une ligne qui est intramuros et qui va fonctionner plus ou moins pendant tous les événements aussi. Sur toutes les autres, les communications sont interrompues. Les portes de Paris sont également toutes fermées dès le 2 avril au soir et elles vont le rester quelques jours, le temps que passe l'émotion et la stupeur face au premier combat meurtrier. Le 3 avril, un correspondant du journal L'Indépendant de l'Oise parvient tout de même, après, je cite, toutes sortes de difficultés, à pénétrer à pied dans la capitale. Il passe par une des voies ferrées qui forment une brèche dans le mur d'enceinte. Donc on peut imaginer que c'est sûrement celle du Nord, ici. Parce qu'il y a cette fameuse l'enceinte de Thiers qui est vraiment des gros remparts avec des ponts-levis, donc un truc qu'on ne peut pas ignorer quand on rentre. Mais il y a ces brèches que sont les chemins de fer qui fait qu'en filoutant un peu, on peut quand même passer par là aussi. Sur la rive gauche, la gare d'Orléans semble reprendre rapidement son service, comme l'indique l'arrivée par cette gare le soir du 8 avril du colonel Henry après son évasion de Versailles. Le 14 avril, la ligne est cependant interceptée et coupée au niveau de Juvisy, qui est à environ une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, par les troupes versaillaises. Sur la rive droite, le même article du journal officiel signale que le service de la ligne de l'Est a également été interrompu, mais cela ne dure qu'un moment. Après, la ligne de l'Est, elle ne va pas être forcément intéressante pour nous, parce que tout son réseau est en territoire occupé, et vu le rapatriement des troupes allemandes, en fait, les armes allemandes vont s'en servir et vont utiliser tout le matériel roulant. Donc il y a quelques trains qui vont passer, mais globalement, c'est les Allemands qui s'en occupent. La gare de Lyon va, semble-t-il, continuer son service. Son réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée est interrompu seulement entre Paris et Corbeil par Draveil et Juvisy. Donc oui, si on reste sur la carte, c'est... je crois que c'est encore plus bas, en fait, d'ailleurs. J'ai pris une carte qui zoome un peu trop. Les déplacements entre... Donc l'axe sud-ouest est complètement bloqué, tandis qu'au nord-est, les échanges avec les banlieues se font sans grand tracas sous l'œil des Prussiens. Les déplacements entre Paris et Versailles se faisaient encore jusqu'au premier combat. L'omnibus qui reliait les deux villes circulait toujours, ainsi que les trains partant de Saint-Lazare. Ils étaient notamment utilisés par les maires, les députés et les autres personnes qui faisaient la navette dans des tentatives de conciliation ou quand ils avaient encore des postes dans chaque ville. Parce qu'à un moment, il y a le gouvernement qui a décidé du déplacement des bureaux et des employés de Paris à Versailles. Et donc, il y a eu quelques jours de flottement où des gens avaient encore des postes dans les deux villes. Après le 2 avril, ces mêmes personnes restant à leur poste à Paris sont désormais accusées d'usurpation de fonction par Versailles. Les communications continuent tout de même à se faire entre les deux villes tout au long du conflit. Pour cela, il fallait éviter la zone sud-ouest, absorbée par les combats. Willem Dinesen, donc celui qui a fait cette carte d'ailleurs, jeune aristocrate danois qui s'était engagé en 1870 dans l'armée française, est arrivé à Paris le 17 mars. Il nous renseigne sur les itinéraires entre Paris et Versailles, puisqu'il va faire la navette entre les deux capitales pendant tous les événements. Le 3 avril, il part pour Versailles avec un ami anglais et va même assister au combat. Faute de train désormais supprimé de ce côté-là, il va en fiacre jusqu'à Châtillon, où les balles sifflent près de leur voiture. Ils y passent la nuit et arrivent à Versailles le lendemain. Donc Châtillon, on doit le voir là pour le coup. Ouais, c'est où là? Oui, bon, je suis perdu moi aussi maintenant. C'est là, voilà. Oui, bon, là, c'était les derniers moments où on pouvait passer parce qu'une fois que les combats commencent, vraiment ici, ça va être le front. Au moment de revenir sur Paris, les deux amis vont se séparer parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'itinéraire. Donc l'ami anglais décide de passer par le sud, puis par le territoire prussien pour entrer par Vincennes. Donc Vincennes, c'est ici. Willem Dinesen choisit la route du nord pour passer par Saint-Germain-en-Laye et Saint-Denis. Donc Saint-Germain-en-Laye et après Saint-Denis. Les liaisons étant toutes interrompues, il se rend à pied à Saint-Germain-en-Laye. Il y prend une voiture partant pour Saint-Denis, d'où il peut enfin descendre le chemin de fer pour Paris, sur la ligne du Nord. Ce second itinéraire est celui qui sera le plus fréquenté tout au long de l'insurrection pour faire la liaison entre le territoire sous l'autorité de Versailles et le territoire sous l'autorité de la Commune. Du fait de l'état de guerre entre les deux entités, passer par leur frontière commune, qui est une zone de combat, serait des plus téméraires et laborieux. Le territoire neutre occupé par les Prussiens va leur servir de lieu de transit. En particulier la ville de Saint-Denis, grâce à ses bons services de communication et sa position pratique à la frontière deltaïque entre les trois autorités.
Cette ville devient un terminus pour les personnes se rendant à Versailles. Dans son numéro du lundi 1er mai, le journal Le Vengeur de Félix Piat raconte que, je cite, « La route de Gennevilliers est devenue dangereuse pour les voyageurs qui vont de Saint-Denis à Versailles. Un obus a éclaté près de l'omnibus qui fait ce service. » Donc ça indique, donc Gennevilliers, c'est la presqu'île qui est là-haut, et donc ça indique que même au plus dur des combats, il y a quand même des omnibus qui s'aventurent à l'arrière des lignes versaillaises. Qu'à ce moment-là, les combats, ils sont au niveau du pont de Neuilly, et ils sont à Asnières, qu'on a aussi montré tout à l'heure, un peu au-dessus. De plus, un service de bateau à vapeur est organisé sur la Seine dès le 11 ou 12 avril entre Saint-Denis et Chatou. Alors Chatou, je ne sais pas si c'est sur la carte. Oui, bah c'est plus loin encore. Les gens semblent finir bien souvent le trajet à pied jusque Versailles, car le nombre d'omnibus reste insuffisant pour les nombreux voyageurs. Les voies navigables qui avaient été bloquées pendant le siège prussien, au moment de l'insurrection, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un barrage qui est établi avec des canonnières à la Monnaie, devant l'île de la Cité, par les insurgés, permettant sans doute de contrôler la Seine à l'intérieur des remparts. Et j'ai aussi trouvé la trace que le 4 avril, la commune interrompt le service des bateaux-mouches circulant sur la Seine jusqu'au pont du Point du Jour. Alors, je n'ai pas trop fouillé la question navigable, mais je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose dessus. La distance politique et symbolique entre les deux capitales est immense. Cet abîme a conduit irrémédiablement à l'affrontement physique, inscrivant dans l'espace cette zone de séparation toujours plus étanche, le front. Cela décuple extraordinairement la longueur, le temps et la difficulté du trajet emprunté pour se rendre de l'une à l'autre. En plus du rétablissement des trains destinés aux voyageurs, de mars à la mi-avril, il circule également vers Paris beaucoup de trains de marchandises, c'est-à-dire le trafic ordinaire qui tend à se renouer avec la province. Depuis la fin du siège. Ils fournissent à la capitale à la capitale des vivres et des matières premières nécessaires à son approvisionnement, à son activité et à son commerce. Le 19 mars, le comité central fait connaître que, je cite, « Les habitants des voies limitrophes des grandes voies de communication servant au transport des vivres pour l'alimentation de Paris sont invités à disposer leurs barricades de manière à laisser la libre circulation des voitures. » Un des premiers soucis des insurgés a été d'assurer l'ouverture vers l'extérieur et le bon approvisionnement de la ville. Ils ont assumé correctement cette tâche, malgré les circonstances, pendant toute la durée des événements. Dans les gares de l'Oise, nous y voyons passer beaucoup de marchandises, vivres et bétail. Le commissaire Bourseau, par les renseignements qu'il a recueillis à la gare de Creil en arrivant à son poste, écrit que très peu d'approvisionnements se sont dirigés vers Paris la première semaine d'avril. Cette baisse du trafic est tout simplement liée au début des combats. Et dès le 10 avril, les trains de vivres et d'approvisionnement circulent de nouveau à un rythme continu. En revanche, il n'en passe quasiment aucun venant de Paris, ou en tout cas, je ne les trouve pas dans les rapports. Ce constat peut être conforté par un décret pris par la commune le 1er avril, après qu'il ait appris que, je cite, « Par suite de manœuvres de Versailles et d'ordre mal interprété, l'approvisionnement de Paris a été retardé sur plusieurs voies. Elle décrète par conséquent que, je cite, « les marchandises de toute nature continuent d'entrer dans Paris comme par le passé, mais que toute sortie de denrées alimentaires et d'armes est interdite jusqu'à nouvel ordre. Seule la commission des subsistances peut autoriser les entre guillemets, sorties qui lui paraîtront légitimes. » La sortie des blés pour les semences des villages autour de Paris, décidée le 29 mars, fait partie de ces sorties légitimes. Il s'agit des liens anciens entre la grande ville et ses banlieues qui ne peuvent être remis en question. La commune a clairement compris les intentions du gouvernement. Paris, qui dispose encore de grands stocks de vivres, destinés, qui étaient à la base encore là pour le siège, et qui sont estimés à environ 2 mois d'avance, se prépare donc à être de nouveau complètement bloqué. Le blocus alimentaire décidé par Versailles ne le sera finalement que le 25 avril, soit assez tardivement. Il n'était matériellement pas possible de l'envisager avant cette date, et il ne sera jamais vraiment efficace tant sur les voies ferrées que sur les routes. Alors nous allons voir qui circule sur ces frontières. Les rapports de police nous indiquent que des personnes se sont rendues à Paris dès les premiers jours de l'insurrection, principalement des ouvriers pour ceux dont nous avons une trace. Les motifs des personnes allant à Paris, sans but commercial, doivent se situer de l'envie de participer au mouvement en cours, de la recherche à Paris d'un travail ou de la solde de garde nationale, jusqu'à la simple curiosité. En tout cas, on ne peut pas se rendre à Paris par hasard dans ce contexte. La période allant des premiers jours de l'insurrection au 20 avril est celle où les passages d'individus vers Paris sont les plus fréquents. Celui qui ouvre la marche dans nos recherches dans l'Oise est Christophe Hazard,
maçon à Béthisy-Saint-Pierre, donc vraiment un petit village. Venant de la gare de Crépy en Valois, il arrive à Paris autour du 20 mars. Enrôlé comme fédéré, il est arrêté au dernier jour de combat le 28 mai à Ménilmontant. Il a dû partir aux premières nouvelles de l'insurrection et il fait partie de la vague des plus acharnés. Ses premiers passages sont difficiles à quantifier car il n'y a pas encore de contrôle sur les voies à ce moment-là. Le passage en train est donc ouvert au mois de mars et la seule condition en fait, qu'il y a pour aller à Paris au mois de mars, c'est juste de s'acheter au moins un billet. Beaucoup partent sous motif d'aller chercher de l'ouvrage à Paris, alors que l'on se doute qu'une insurrection ne favorise pas le travail, et ils reviennent souvent une fois la commune écrasée, ou ils ne reviennent jamais, laissant supposer soit qu'ils sont prisonniers, morts ou en cavale. Cette première vague de personnes du mois de mars correspond certainement à une sorte de poussée révolutionnaire, déclenchée par la situation critique du gouvernement réfugié à Versailles et aggravée par les divers soulèvements en province. Dans ce contexte, une partie de la population peut penser que le gouvernement en fuite est en voie de connaître le même sort qu'en 1830-1848 et qu'au 4 septembre 1870 et qu'une révolution est en marche. Paris est bel et bien en révolution, mais l'ancien pouvoir ne s'effondre pas. Le début des combats à partir du 2 avril va déclencher, semble-t-il, une nouvelle vague de personnes vers la commune jusqu'au 15-20 avril environ, certainement pour venir au secours de la révolution en cours. Par exemple, autour du 15 avril, 6 jeunes manouvriers et bergers, je cite, ont disparu du pays ensemble, du même âge environ, et qui sont partis dans les mêmes circonstances. Il y en a 4 qui reviennent au bout de 10 jours chez leurs parents, et ils prétextent qu'ils n'avaient pas prévenu, ils prétextent qu'ils étaient partis chercher du travail. Et par contre, les 2 autres, qui sont âgés de 18 et 19 ans, ne rentrent que le 10 juin, soit presque 2 mois plus tard. Le commissaire Bourseau est très suspicieux dans son rapport. Je cite, « Qu'allaient-ils faire si ce n'est prêter leur service à la commune insurrectionnelle ? Pourquoi seraient-ils allés à une époque où les honnêtes gens s'en retiraient et où leur rage les exposait à une incorporation forcée dans les bataillons fédérés ? Ou, tout au moins, il n'y avait pas de travail pour les ouvriers. De quelles ressources auraient-ils vécu d'ailleurs pendant ce long temps, si ce n'est de la solde accordée aux combattants de l'insurrection ? Le retour de ces 2 jeunes après le 3 juin, qui est la date où les portes de Paris réouvrent après la semaine sanglante, confirme son jugement. Après le 20 avril, moins d'hommes de l'Oise partant pour Paris sont signalés dans les gares, mais de plus en plus de femmes s'y rendent, et ceci jusqu'au dernier jour. Ceci s'explique sûrement par la mise en place des passeports pour circuler mi-avril. Une dernière vague de provinciaux semble avoir lieu à l'aube de l'agonie de la commune. Le 12 mai, le commissaire spécial Bourseau reçoit une dépêche du préfet de police, le général Valentin, je cite, « signalant de nouveau le voyage sur Paris de nombreux provinciaux allant porter leur appui à l'insurrection. Le commissaire Bourseau constate en effet l'affluence de personnes aux gares et reconnaît que les passeports pour Paris sont délivrés trop facilement. » Ce dernier mouvement vers Paris trouve son paroxysme pendant la semaine sanglante. Le 28 mai, une circulaire du commissaire spécial à Pontoise, peut-être qu'on l'a Pontoise ? Non plus. Donc c'est un tout petit peu plus haut, informe le préfet de l'Oise que, je cite, « nombre d'ouvriers de Montataire se dirigent sur Paris. » Il en a encore arrêté 2 la veille. Il ajoute sur le motif de ces déplacements que, donc je cite, « l'idée du pillage peut pousser beaucoup de malfaiteurs vers Paris. » Alors s'agissait-il vraiment d'un désir de profiter du chaos pour s'adonner au pillage, ou davantage d'un petit et dernier sursaut révolutionnaire excité par l'entrée des Versaillais dans Paris ? Nous ne savons pas, les 2 démarches sont très risquées, voire suicidaires, lorsque l'on connaît la situation dans Paris à cette date, à savoir le 28 mai. Un habitant de la Somme, muni d'un billet pour Saint-Denis, alors je rappelle que la gare du Nord à ce moment-là, enfin non, je dis que la gare du Nord à ce moment-là était prise par les Versaillais depuis le 24 mai, donc un habitant de la Somme arrêté le 26 mai en gare de Creil, il a sur lui caché un revolver et 50 cartouches. Donc j'ai quelques petits personnes isolées comme ça qui laissent suggérer qu'il y a eu des initiatives individuelles de la dernière heure, on va dire, pour essayer de rejoindre les combats. Ensuite, nous allons parler de la présence des étrangers qui est spécialement soulignée. Que je ne me perde pas. En dehors de ces 3 vagues de provinciaux, composées principalement de travailleurs venant autant des villages que des villes, les rapports de police et la presse mettent en relief le passage d'étrangers. Les 3 premiers étrangers que nous voyons apparaître dans les rapports de notre commissaire sont 2 Grecs et un Espagnol, arrêtés le 20 avril en gare de Creil. Cela fait suite à une circulaire envoyée au préfet le 10 avril par le ministre de l'Intérieur Ernest Picard et ainsi exposée. Donc il dit « Je suis averti qu'un grand nombre d'étrangers se rendent à Paris pour prendre part au désordre qui afflige cette ville.
Les chemins de fer en sont remplis. Donnez des ordres les plus précis pour qu'ils soient mis dans l'impossibilité d'entrer dans Paris. » Alors jusque-là, les étrangers n'avaient pas vraiment attiré l'attention de la police et des autorités, et surtout qu'il ne faut pas oublier que la ligne du Nord, c'est une ligne qui est transnationale. Donc avoir des étrangers sur cette ligne, normalement, c'est normal. À partir de ce moment, les étrangers sont cités et ciblés plus souvent dans la presse, les rapports et les dépêches officielles qui en font leur bouc émissaire favori. Déjà le 11 avril, la première circulaire du nouveau préfet de l'Oise, M. Chopin, qui était destinée au sous-préfet et au maire, avait joué sur ce registre. Alors je cite, « La funeste insurrection qui désole Paris nous impose le devoir de nous serrer autour de l'Assemblée du gouvernement, de protester de notre amour pour la patrie, que ne parviendront pas à déchirer les crimes des bandits cosmopolites qui se sont emparés de la capitale par la surprise et qui s'y maintiennent par la terreur. Les étrangers participent en effet en nombre à la commune, et cela va marquer les esprits et être exploité par les Versaillais pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement populaire, mais d'un mouvement soutenu par l'étranger, un élément non national. » Maxime Ducamp, pourtant très hostile à la commune, va fortement critiquer cette instrumentalisation et cette diabolisation. Je cite, « On a dit que les étrangers étaient en nombre considérable parmi les rebelles qui ont poussé le fait du 18 mars jusqu'à ses dernières conséquences. Les journaux français, abusés par le patriotisme ou par l'opinion qui les représentait, ont été les premiers à vouloir exonérer la France de la responsabilité qui lui incombait. Les journaux de l'Oise font partie de ceux qui forcent le trait. Le Moniteur de l'Oise, par exemple, évoque régulièrement les Polonais, je cite, les Polonais et les Américains de l'Hôtel de Ville. Ils font référence aux généraux polonais Dąbrowski et Wróblewski, et aussi au général Cluseret, qui avait eu la nationalité américaine suite à la guerre de sécession, et qui assume des commandements militaires pour la commune. Le 30 mars, le rapport de la commission des élections publié dans le journal officiel de la commune avait posé une question intéressante. Les étrangers peuvent-ils être admis à la commune ? Il est répondu affirmativement car, je cite, « le drapeau de la commune est celui de la République universelle », ajoutant que « toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent ». L'élection de Léo Frankel, d'origine hongroise, comme membre de la commune le 26 mars, avait en fait déjà entériné la pratique. Sur les quelques 22 000 noms de personnes qui sont dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, pour avoir participé à la commune, 650 sont étrangers. En tête de ce nombre se trouvent les Belges, constituant la moitié. En deuxième place par ordre d'importance, plus ou moins ex aequo avec 60 à 80 noms, nous découvrons les Polonais, les Suisses, les Italiens et les Luxembourgeois. Enfin, il y a aussi 20 Allemands, 10 Austro-Hongrois et 3 Russes. Les étrangers sont bien intégrés dans Paris, surtout depuis le siège où certains ont été naturalisés. Fin avril et début mai, le commissaire Bourseau remarque une baisse du nombre d'étrangers allant à Paris, en revanche un nombre considérable en sort. À partir du 7 mai, il signale une recrudescence, je cite, une recrudescence dans la quantité d'étrangers qui se dirigent sur Paris. Le plus grand nombre de ces étrangers sont des Belges. Dans les gares de l'Oise, nous apercevons effectivement surtout des Belges. Bruxelles, un terminus de la ligne du Nord, est d'ailleurs la ville étrangère qui a fourni le plus d'hommes à la commune, avec 85 bruxellois parmi les 650 étrangers connus. Ce n'est pas étonnant, sachant que pour les Bruxellois, la révolution est au bout du rail. Dans les rapports de police et la presse, nous entrevoyons également quelques Anglais. Eux aussi se trouvent proches de plusieurs terminus de la ligne, à Calais et à Boulogne. Alors, pour leur part, et d'ailleurs c'était un des bons sujets d'Éric Fournier, il est fort probable que parmi ces Anglais se trouvent quelques-uns de ceux qui viennent faire un tourisme assez insolite. Ils viennent assister aux combats et aux destructions en spectateurs. Dès la première semaine de mai et même pendant la semaine sanglante, des Anglais sont signalés, armés de lorgnettes et de calepins, sur les meilleurs points de vue tels que Montmartre ou Montretout, pour ne rien louper de l'attraction. Enfin, pour ceux qui veulent échapper au risque de la guerre civile, la zone occupée par les Prussiens, en plus d'être une zone de transit, est également une grande zone de refuge. Beaucoup d'hommes fuient Paris de crainte d'être incorporés dans la garde nationale. Rappelons que le 29 mars, un décret sur la garde nationale abolit la conscription et déclare qu'aucune autre force que celle des gardes nationaux ne peut être, je cite, ne peut être créée ou introduite dans Paris. Mais surtout, il est décrété que tous les citoyens valides font partie de la garde nationale. Ce décret contradictoire émanant du général Cluseret va provoquer une forte émigration hors de Paris, celle des fameux réfractaires. Ils finissent de grossir les rangs des fuyards, bourgeois et personnes hostiles à l'insurrection qui avaient déjà quitté la capitale au premier jour de l'insurrection.
pour des raisons politiques et d'insécurité. La situation de la ville de Saint-Denis est significative. Ce décret y aurait entraîné le passage de plus de 150 000 fuyards. Une partie s'y installe avec la connivence indulgente du maire et du commandement prussien. Dans cette masse de fuyards, nous trouvons sûrement aussi des habitants des villages situés à l'ouest et au sud de Paris, dans la zone des combats. Une partie d'entre eux, comme en août-septembre 70, à l'approche des Prussiens, sont venus se réfugier derrière les remparts parisiens ou ont quitté la région. Une trêve obtenue par les francs-maçons, le 25 avril, permet l'évacuation de la population de Neuilly, d'Éterne et de Sablonville coincés entre deux feux. Certains décident néanmoins de rester chez eux coûte que coûte et vivent des moments très difficiles réfugiés dans leur cave au milieu de ce no man's land. Pour revenir à la ville-refuge de Saint-Denis, ces circonstances y produisent une surpopulation exceptionnelle qui fait augmenter considérablement le prix des vivres et détériore les conditions de ravitaillement. Les réfugiés passant ou se fixant dans l'Oise ne provoquent pas ce genre de problème. Néanmoins, les hôtels et les auberges sont complets. Ils sont évidemment beaucoup moins nombreux à venir s'y abriter, car l'Oise n'est pas un territoire limitrophe, et à moins d'y connaître des gens, on n'a pas forcément l'idée d'aller là-bas. Tous les réfugiés que nous trouvons dans les archives de l'Oise sont chez des parents ou des amis, témoignant ainsi des liens qui existent entre Paris et le département. Le Métron procure 139 noms de communards vivant à Paris ou dans sa banlieue, qui sont originaires de 94 communes éparpillées dans tout le département, la majorité de petits villages. Et ils sont venus à Paris pour travailler. En effet, tout au long du XIXe siècle, les provinciaux migrèrent en très grand nombre vers la capitale, ce qui troubla les contemporains. Maxime Ducamp en laissa son commentaire ironique. Je cite : « L'Angleterre va aux Indes, l'Allemagne part pour l'Amérique, la Russie défriche ses immenses territoires, l'Italie envoie ses colons vers Montevideo et le Mexique, la France émigre à Paris. » Le rôle des provinciaux dans la commune est essentiel. L'examen du rapport du général Appert est éloquent à ce sujet. Sur 36 309 personnes qui comparaissent devant les conseils de guerre après la Commune, il n'y en a que 8 841, moins d'un quart, qui sont nés dans le département de la Seine. Ceci laisse immanquablement des liens entre ces Parisiens de première génération, si on peut dire, et la province. C'est aussi sur ces attaches que la Commune va compter pour trouver un soutien extérieur dans la lutte engagée. La province va être activement sollicitée par la propagande communaliste et les agents de l'insurrection, entre guillemets, vont la sillonner. Donc, en dehors de cette circulation directe des individus que nous venons de voir, la province est très tôt privée de communication avec Paris par la désorganisation des postes et du télégraphe. Cette situation qui laisse le reste de la France à la merci de Thiers et de sa propagande n'échappe pas aux insurgés. Ceux-ci sont rapidement conscients de l'enjeu qui se joue au niveau de la guerre médiatique qui s'amorce. Le 18 mars, alors que l'insurrection débute, et pour la déjouer, le ministre de l'Intérieur Ernest Picard utilise l'imprimerie nationale pour sortir les affiches adressées à la garde nationale de la Seine. Affichées sur les murs de la ville et au journal officiel, elle demande aux gardes nationaux de, je cite, « saisir les armes que certains veulent retourner contre Paris ». Le comité central comprend alors qu'il doit priver le gouvernement de cet outil de communication et en prendre le contrôle pour son propre service. L'imprimerie nationale est occupée le jour même par les gardes nationaux dès 5 heures du soir, avant même que l'hôtel de ville ne soit cerné. Ces locaux et le journal officiel sont désormais aux mains des insurgés. Le gouvernement a tout de même eu le temps de faire des déclarations discréditant le mouvement parisien. Nous les retrouvons dans les journaux de province au premier jour de l'insurrection. Là, ils sèment certainement le trouble dans les opinions, ce qui avait échoué dans Paris même. La vitesse est ainsi, dès le départ, un des enjeux de cette guerre médiatique. Le premier numéro du journal officiel de la Commune, édité le 19 mars par sa nouvelle direction, témoigne de l'importance accordée à la communication au-delà des murs de Paris. Nous pouvons y lire une affirmation de la liberté de la presse précédée d'une déclaration intitulée « Au département », signée par les délégués au journal officiel. Cette proclamation explique la situation de la capitale en voulant prouver son bon droit et dénoncer, je cite, « les calomnies ridicules et odieuses répandues depuis quelques jours en province ». Elle appelle à une union entre Paris et la province pour, je cite, « le salut commun de la patrie et le triomphe définitif de la République démocratique, une et indivisible ». Les insurgés sont conscients du danger d'isolement qui pourrait faire avorter la révolution en cours. Ils doivent s'assurer le soutien ou au moins la neutralité bienveillante des campagnes. Ils savent que, je cite, « Paris ne peut se séparer de la province, ni souffrir qu'on la détache de lui ». En dépit de la frontière avec le reste de la France qui s'est formée,
Selon la volonté de Versailles, l'insurrection place ses espoirs dans une diffusion médiatique pour informer et essayer de rallier la province. Au mois de mars, il n'est pas sûr que les journaux parisiens de Paris, qui fleurissent en nombre, atteignent la province en grande quantité. Si dans les journaux provinciaux, les proclamations de la Commune sont connues, les journaux parisiens ne sont pas encore cités régulièrement. Des premiers jours jusqu'au début avril, le meilleur moyen de s'informer est d'aller dans les gares. À l'arrivée des trains venant de Paris, beaucoup de personnes s'y rendent chaque jour pour questionner les voyageurs et surtout les employés de locomotives, donc les chauffeurs, graisseurs, etc., sur la situation parisienne. C'est de cette manière très certainement que les premiers provinciaux sont informés du déclenchement des événements et que certains prennent aussitôt la route de Paris alors que les journaux locaux n'ont encore rien publié. Les différentes émeutes et insurrections dans plusieurs villes de province, que l'on trouve généralement le long des voies ferrées, prouvent que les informations ont relativement rapidement circulé les 2 premières semaines. Circulation d'informations et d'idées d'autant plus facile qu'en cette fin de mars, le gouvernement n'est pas en mesure de les contrôler. Il est encore trop occupé localement à assurer sa propre défense. Mais au premier jour d'avril, Versailles se ressaisit, le premier élan révolutionnaire s'essouffle ou est réprimé et la guerre civile éclate. La frontière avec Versailles se durcit et celle avec la zone occupée par les Prussiens est en voie de l'être par le rétablissement prévu des autorités françaises. L'isolement se profile à l'horizon déjà restreint de la Commune. Elle décide alors que, je cite, « vu les entraves apportées au service de la Poste par le gouvernement de Versailles, dans le but de faciliter la circulation des journaux, arrête, article unique, jusqu'à nouvel ordre, le transport des journaux est autorisé par toutes les voies possibles. L'objectif est de traverser le blocus intellectuel organisé autour de la capitale, en plus de celui militaire qui borde presque déjà la moitié du périmètre parisien, donc à l'ouest et au sud. Dans cette lutte armée qui s'engage et qui s'annonce rapidement inégale, l'arme de la critique est le dernier recours pour conquérir la province et espérer vaincre. L'insurrection recherche par la diffusion des idées une légitimité pour relancer les mouvements dans le reste de la France dont les positions ne sont pas encore tranchées. Cet espoir de soutien et de secours extérieur va être stimulé par une propagande officielle de la Commune relayée par son journal officiel et des tracts, ainsi que par les éléments de la presse parisienne qui véhiculent ces idées. La presse est l'outil le plus efficace et le plus utilisé, d'autant plus efficace au cœur de ce grand siècle de l'alphabétisation. Même si la fréquentation scolaire est encore loin d'être régulière en 70-71, le nombre d'illettrés a considérablement baissé. J'avais cherché par exemple l'exemple des conscrits en 70 du département rural de l'Oise, il y a seulement 20% d'illettrés. La diffusion de proclamations et de journaux séditieux, comme ils les appellent, destinés à la province, s'intensifie début avril, essayant de faire entendre la voix de la Commune que Paris tente d'étouffer, que Versailles tente d'étouffer. Les chemins de fer sont les lieux de passage privilégiés de la propagande parisienne et les gares sont les points de départ vers les autres villes et les campagnes. Les rapports du commissaire spécial de police Bourseau, délégué à la gare de Creil, montrent en effet que les journaux sont les principaux échanges réguliers entre la capitale et l'Oise tout au long de la Commune. La première saisie de journaux parisiens dont nous avons connaissance dans cette gare a lieu le 9 avril à l'arrivée d'un train du soir. Il s'agit de 400 exemplaires de l'Avant-Garde que le porteur, un habitant de Creil, destiné à Montataire. Alors Montataire possède une population majoritairement composée d'ouvriers qui travaillent dans des usines de métallurgie et de faïencerie. Une cité ouvrière nommée Saint-Médard y a été construite en 1866 pour loger ses ouvriers. Montataire est donc une cible de choix, puisque ces travailleurs industriels sont susceptibles d'être plus sensibles que les travailleurs des campagnes aux appels et aux arguments de la Commune. Le lendemain, le 10 avril, un habitant du petit village de Bury, toujours dans l'Oise, est pris avec environ 150 exemplaires du Père Duchesne, du Rappel, du Vengeur et d'autres. Ainsi, chaque jour, des centaines de journaux sont saisis en gare de Creil, mais les gares de Chantilly, de Liancourt, de Clermont, Crépy-en-Valois et Senlis, donc la plupart des gares qui fonctionnent à l'époque, à ce moment-là, sont aussi connues comme des stations où descendent beaucoup de journaux de la Commune. Malgré les nombreuses saisies, les journaux parisiens arrivent jusqu'au terminus de Boulogne, Calais et Dunkerque, direction l'Angleterre. On retrouvera même le programme de la Commune traduit en anglais, et ainsi qu'aux gares de Bruxelles et d'Amsterdam. Durant tout le mois d'avril, le commissaire constate que des journaux et caricatures défendus sont vendus dans les rues de Creil et de Montataire. Le 1er mai, il apprend désabusé que le matin même encore, je cite, « au marché de Creil, on vendait à haute voix des exemplaires du Père Duchesne ». Le nombre de journaux de chaque saisie s'élève en moyenne entre 200 et 400, allant jusqu'à 600.
Combien en passe-t-il clandestinement et dans les autres gares peu surveillées? Nous ne savons pas, mais dans les rapports, nous avons en tout cas une grande variété de journaux parisiens circulant dans les localités, tels que Paris Libre, L'Avant-Garde, Le Mot d'Ordre, Le Père Fouettard, L'Affranchi, Le Combat, le Journal officiel de Paris, le Cri du Peuple, Le Vengeur, Le Rappel et l'Estafette. Oui, 5 minutes. 5 minutes? Bah, j'essaie d'aller vite déjà. Non, mais vas-y, c'est pour t'avertir. Ça devrait aller peut-être. Ouais. Moi, je vais essayer. Bon, désolé, je vais devoir accélérer encore. Alors, bon, je passe, sinon, par exemple, le Cri du Peuple, il a un tirage de 100 000 exemplaires et le Père Duchesne, 60 000. Donc, c'est aussi les forts tirages de cette époque qui permettent une diffusion massive comme ça. La dernière saisie importante des journaux insurrectionnels notifiés en gare de Creil, au nombre de 400, a lieu le 20 mai. Donc, ainsi, la propagande se fait continuellement et à un rythme assez soutenu des premiers jours des combats jusqu'à l'entrée des Versaillais dans Paris. Le commissaire spécial à Creil adresse alors un exemplaire de chaque journal saisi au préfet de l'Oise. Et il semble ravi quand il peut lui en procurer un inédit. Cette petite routine entre le préfet et le commissaire qui s'instaure relève moins d'une satisfaction de se faire ramener chaque jour son petit journal de Paris que d'un réel besoin d'information. Le 9 avril, le commissaire avoue qu'il manque absolument de nouvelles de Paris et de Versailles. Ainsi, les journaux parisiens sont un bon moyen d'information, et si par leurs discours partisans ils peuvent cacher l'essentiel, ils donnent des idées de la situation et des mentalités à Paris. Les journaux de l'Oise sont presque tous réactionnaires. Bon, là, je passe ce passage-là. J'expliquais qu'en fait, ce qui va pimenter les journaux de l'Oise, ça va être justement d'insérer des passages des journaux communalistes. Et il y a un seul journal, l'Ami de l'Ordre, qui va insérer seulement des extraits de journaux versaillais. Et donc, ce journal-là, clairement, il va réussir à chaque édition à faire 2 pages, et c'est vraiment pas très excitant, en fait. Donc, c'est pour dire qu'il y a un côté sensationnel aussi à utiliser la presse parisienne. Donc les autres journaux, par contre, évidemment, ils citent des journaux parisiens, mais ils laissent toujours un commentaire, parce qu'il ne faut quand même pas que le lecteur se trompe sur l'interprétation à faire. Par conséquent, l'isolement partiel qui rend Paris murmurant et les silences ou communiqués douteux de Versailles ainsi que de sa presse partisane déclenchent une soif d'information en province qui favorise la diffusion des journaux. Cette diffusion répond en partie à une demande. Ceux qui distribuent cette presse, dont nous avons des renseignements par leur interpellation, sont généralement des marchands de journaux et de journaux locaux. Les marchands parisiens ont des contacts, sûrement antérieurs aux événements, à qui ils fournissent régulièrement. Donc je passe mes petits exemples que j'avais là-dessus. Alors donc en fait, les personnes qui reviennent à Paris avec des lots importants de journaux s'avèrent en général faire leur travail habituel. Ils répondent dans un souci de rentabilité aux demandes soit des lecteurs, soit des marchands locaux. Ils sont par conséquent pas inquiétés et ils sont relâchés par le commissaire à qui ils promettent de ne plus faire ce commerce. Plus discrètement, les employés de chemin de fer transmettent aussi aux gares de province les journaux qu'ils ont recueillis à Paris ou encore dans les communes suburbaines dans lesquelles les journaux versaillais, parisiens et étrangers se côtoient et s'échangent. Les propagateurs ne sont donc pas toujours des partisans acharnés de la commune, d'autres le sont clairement, quelques Parisiens, mais aussi souvent des journaliers et ouvriers des localités. Ceux-ci diffèrent des simples marchands en ne véhiculant pas que la presse parisienne. Ils diffusent aussi et surtout les appels et les déclarations directement issus de la commune destinées à l'extérieur. Ce sont de réels militants au service de l'insurrection qui vont jusqu'à faire du prosélytisme. La déclaration du comité central nommé au département, paru le 19 mars dans le journal officiel, est la seule vraiment destinée à la province avant l'élection de la commune. Une fois élue, une commission aux relations extérieures est créée dans le but d'éclairer la province sur la situation et de provoquer son intervention. Pascal Grousset, le délégué de la commune aux relations extérieures, va aussi chercher des alliés à l'étranger. Bon, ça je le dis quand même parce que c'est drôle. Il rédige une note à l'intention des représentants diplomatiques encore à Paris, contrairement à la majorité des ambassadeurs qui sont partis à Versailles. Voici cette note, qui provoqua surtout un amusement général. Donc, le sous-signé membre de la Commune de Paris, délégué aux affaires étrangères, a, par la présente, l'honneur de vous annoncer officiellement la formation d'une assemblée municipale à Paris. Je vous prie de porter cette communication à la connaissance de vos gouvernements et je saisis l'occasion d'exprimer les vœux de la Commune de nouer un lien encore plus fort unissant le peuple de Paris au peuple que vous représentez. Alors, seul écho, la reconnaissance de la Commune de Paris par la République libre d'Équateur, qui s'avère être l'œuvre d'un plaisantin qui a dupé Grousset. La commission aux relations extérieures n'a évidemment pas les moyens d'accomplir la immense tâche qui lui incombe et son action va principalement se limiter à l'envoi d'émissaires dans les grandes villes, délaissant en partie les campagnes. Le 6 avril, une proclamation nommait la Commune de Paris au département
vous, à réfuter les calomnies de Versailles et à faire, je cite, connaître la situation dans toute son exactitude. Il est assuré que la capitale insurgée ne compte pas, je cite, exercer une dictature qui serait la négation de la souveraineté nationale, mais au contraire qu'elle n'aspire qu'à se renfermer dans son autonomie, plein de respect pour les droits égaux des autres communes de France. Ce manifeste se termine par une réelle demande aux frères des départements. Je vais passer, désolé, les textes, même s'ils sont bien. Dès la séance de la commune du 9 avril, il est discuté de la rédaction d'un programme à diffuser, parce que jusque-là, c'était toujours des déclarations assez vagues. Il est adopté le 18 avril et publié dans le journal officiel du 20 avril. Il s'intitule « Déclaration au peuple français ». Cet appel est plus pressant vis-à-vis de la province. Que la France, je cite, que la France fasse cesser ce sanglant conflit, c'est à la France à désarmer Versailles par la manifestation solennelle de son irrésistible volonté. Il faut attendre la fin du mois d'avril pour que la commune s'adresse directement aux paysans au moment des élections municipales. Ce texte d'André Léo, aux travailleurs des campagnes, est rédigé avec le talent de l'écrivaine. Dans une langue simple et familière mais poétique, il se veut à la portée des paysans. Enfin, le dernier appel de Paris, paru dans le journal officiel du 16 mai, qui s'appelle « Aux grandes villes ». Donc, dans celui-ci, la déception et l'amertume vis-à-vis de l'attitude passive du reste de la France depuis 2 mois s'y lit très nettement. En effet, à cette date, le rendez-vous entre Paris et la province, déjà si espéré pendant le premier siège, n'a pas eu lieu et on comprend qu'il n'aura plus lieu. Alors, ces différents appels, tirés pour la plupart par l'imprimerie nationale, tels que les textes officiels en temps normal, ne semblent pas avoir beaucoup de lecteurs ni d'échos en province. Pour que les déclarations, les tracts et les idées de la commune traversent les frontières qui l'enserrent, et pour chercher du soutien en province, il y a 3 principaux moyens. Le premier, et le plus commode, consiste à déposer les écrits dans une boîte aux lettres à Saint-Denis, d'où ils sont acheminés à leur lieu de destination. Ainsi, l'affiche au département du 6 avril est tirée à 2000 exemplaires et on le retrouve dans la plupart des journaux de province assez rapidement. C'est de cette manière également que s'opère à nouveau, tant bien que mal, l'envoi du courrier des Parisiens vers la province. Ce système ne fonctionne pas en sens inverse, ce sont alors des agences privées ou des particuliers qui s'en chargent, comme l'agence Brunner, qui aurait distribué dans Paris à la mi-avril plus de 600 lettres parmi celles qui s'accumulent à Versailles. Ces agences profitent d'ailleurs des circonstances pour demander de fortes rétributions et faire du profit sur la population. Le deuxième moyen, le plus sûr, mais qui nécessite plus d'énergie, c'est d'envoyer en province des hommes de confiance avec des paquets de proclamations, permettant une meilleure efficacité à l'extérieur. Des groupements de personnes originaires des départements sont même créés et certains appels sont ciblés. Pour l'Oise, nous avons trouvé au moins 2 appels. Donc je vais les passer, mais il y a deux appels qui sont vraiment destinés que à l'Oise, que j'ai trouvé dans le journal officiel. Enfin, des agents de la commune présents en province sont régulièrement cités dans les rapports de police. Ils distribuent des tracts et journaux ou se contentent de la parlotte. Le commissaire Boursault, le 16 avril, écrit que la propagande communaliste commence à se faire sur une grande échelle à la gare vis-à-vis des soldats isolés et des ouvriers qui s'arrêtaient pour attendre des trains de correspondance. Ces agents, comme ils les appellent, cherchent à rallier les ouvriers et à arrêter et à débaucher les militaires qui se dirigent sur Versailles. Ces hommes placés en garde de Creil et surtout de Chantilly diraient aux soldats qu'ils se rendent à Versailles, que s'ils se rendent à Versailles, c'est pour se battre contre leurs frères de Paris, et par tous les moyens de langage possibles, ils essaient de les détourner. Donc, comme en 1848, l'espoir, c'est d'arriver à provoquer des résistances collectives au départ et au passage des troupes, ce qui a lieu, par exemple, le 4 avril à Limoges. Le 26 avril, le commissaire de Creil apprend que des envoyés de la commune exploreraient la campagne pour faire des enrôlements pour le compte de l'insurrection. L'information est confirmée par les autorités prussiennes. Ces agents ou enrôleurs sillonnent donc le département jusque dans certains petits villages pour y faire de la propagande afin d'amener la population à garder une neutralité complice ou à soutenir la commune. Certains vont même jusqu'à recruter jusqu'en Belgique. Ces individus sont signalés tout au long de l'insurrection. Ils sont surtout présents et actifs au mois d'avril. Alors, un des exemples les plus ambitieux, et c'est pas loin d'ici, est celui d'hommes envoyés en mai à Nevers avec des grades de colonel, de capitaine instructeur, etc., de, je cite, l'armée insurrectionnelle de la Nièvre, armée qui est à lever et qui n'existera jamais. L'homme qui est délégué à la tête de ce mouvement, Adrien Ramet, organise plusieurs réunions qui n'aboutiront à rien de concret avant la fin de la commune. Enfin, il y a aussi des cheminots et des voyageurs qui passent des journaux et tracts qui sont distribués à la gare du Nord afin d'être répandus en province. Ces nombreux échanges avec le reste de la France forment un espoir pour les insurgés. Quelques mouvements dans le Nord, comme à Saint-Omer ou à Boulogne, laissent parfois éclater un certain optimisme, souvent surenchéri. Malgré de réelles agitations dans le Nord, non occupé, le sud de la France reste cependant plus réceptif et capable de réagir. Des expériences communalistes pendant la guerre, bien antérieures au mouvement parisien, s'y sont déjà produites. Et par sa distance de la zone des combats puis de la zone d'occupation, les populations méridionales craignent moins la menace prussienne qui joue un grand rôle dans l'immobilisme ambiant.
Enfin, je vais finir sur le dernier recours de la commune pour semer ses paroles en province, est un peu plus sensationnel et en même temps, il traduit nettement le sentiment des Parisiens d'être à nouveau assiégés. C'est William Dinezen, encore une fois, qui décrit, parce qu'il a été témoin plusieurs fois de ce procédé, qui le décrit. Je le cite, « On faisait s'envoler un ballon transportant une caisse d'où une machinerie faisait jaillir toutes les 5 minutes un paquet d'écrits qui s'envolait ainsi à tout vent. Il était légitime que les Parisiens aient une distraction, aussi s'arrangeait-on pour que la distribution commençât quand le ballon était encore au-dessus de Paris. Grâce au beau temps que nous eûmes en avril et en mai, j'ai souvent contemplé ces élégants navires déserts, tantôt bleus, tantôt rouges, tantôt blancs ou rayés, s'élever dans les nuées et éparpiller leurs feuillets qui étincelaient dans le soleil. Ce procédé extrême, utilisé durant le siège de Prussiens, souligne le problème de circulation autour de Paris. Un dernier moyen extraordinaire, mais plus anecdotique, est employé pour faire parvenir aux troupes versaillaises l'affiche à l'armée, qui leur demande une dernière fois de renoncer à se battre contre la commune et à la rejoindre. L'imprimerie nationale reçoit l'ordre le 23 mai de tirer au nombre de 400 000 à 500 000 exemplaires des circulaires sur le modèle de l'affiche en question pour les envoyer vers les rangs ennemis comme projectiles dans des cylindres en bois. Cette dernière extrémité pour communiquer montre l'évolution radicale de la frontière directe avec Versailles. Cette frontière était d'abord ouverte au mois de mars, faute de clarté dans la situation et aussi de moyens du gouvernement, comme l'indiquent les femmes de Paris qui traversaient ce no man's land pour porter à boire et des journaux aux soldats de ligne, comme Louise Michel. Ces contacts directs et cette proximité sont impensables au mois de mai. Le durcissement de cette frontière n'a été qu'en s'accentuant proportionnellement à la séparation et à la violence politique qui s'est opérée entre les deux capitales. L'Ouest et le Sud, où l'on pouvait circuler et communiquer physiquement les premiers jours, désormais on y échange exclusivement à coups de canon, même pour s'échanger les écrits. Alors je vous passe une partie de la conclusion. Je voulais juste finir pour ce qui s'est passé à la fin. Parce que je pense que je suis très en retard. Oui, mais ça va. Ça va. Voilà, on s'en remettra. Bon, les communications sont donc nombreuses entre Paris et l'extérieur. Ce constat tranche au premier abord avec l'idée que le peut se faire du second siège de Paris. Les échanges continuent à se faire au nord et à l'est par la zone occupée par les Prussiens, tandis qu'au sud et à l'ouest, tenus par Versailles, les frontières tendent rapidement à devenir fermées. L'incertitude laissant la place au front. Parmi les passages aux frontières du Paris insurgé, dont les voies ferrées sont les plus empruntées, nous avons observé le commerce et le ravitaillement de la ville. Nous avons essayé de distinguer des personnes qui entrent et sortent de Paris, ainsi que leur motivation. Des correspondants pour les journaux locaux font également les allers-retours. Ils font un travail d'information plus ou moins équivalent à celui des correspondants de guerre qui informaient sur la situation des combats entre la France et la Prusse quelques mois plus tôt. Nous y avons vu qu'une guerre civile s'accompagne de son lot important de réfugiés fuyant les combats. Et enfin, nous avons analysé la guerre médiatique qui se joue à ces frontières et dont peut dépendre la légitimité des deux parties et l'issue du conflit. Les hommes et les idées circulent abondamment en se propageant le long des voies ferrées où de nombreux troubles éclatent en écho à l'insurrection parisienne. Les frontières de la commune tendent réellement à se durcir, voire à se fermer à partir du commencement de la guerre civile jusqu'à la semaine sanglante. Les Prussiens finissent également par bloquer le nord et l'est. Leur neutralité, qui avait permis de faire de leur territoire la passerelle des communications avec l'extérieur, est rompue le lendemain de l'entrée des Versaillais dans Paris. À la demande de Thiers, les armées allemandes avancent alors en zone neutre jusqu'au rempart et instaurent un blocus absolu. Le massacre final peut désormais commencer à huis clos. Merci pour votre attention. Et merci pour les efforts. C'est pour ça qu'on a débordé, évidemment. C'est un marathon, désolé. Je vois bien qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Et merci donc. Nous n'avons plus de micro. Si vous avez vraiment une intervention, faites là de haute voix en projetant. Souvent. J'ai des bonnes oreilles. Je signale, il a parlé des étrangers, qu'actuellement, au mur des fédérés, le comité belge s'est joint au comité national de Paris et aux associations qui défilent au mur des fédérés. Le comité belge qui est très actif et le prochain voyage national des amis de la commune se fera à Liège au mois de novembre. Il existait également le comité de Luxembourg qui a arrêté parce que ils sont vieux, mais il y a des monuments à souvenir de la commune dans le duché du Luxembourg. Il existe aussi une association des Garibaldiens qui sont en relation étroite avec la commune, les amis de la commune, un groupe milanais également. Je vous rappelle aussi, ça tombe bien, que le thème de cette année nationale pour les amis de la commune, c'est les journaux. Ah bah. Donc, ce sont les journaux. Et effectivement, c'est bien d'avoir cité
et Pascal Grousset ont fait des efforts pour Oui. qu'il y ait une diffusion sur l'ANIEL. 72 journaux ont été créés pendant la commune. Et si vous voulez avoir des renseignements, ceux qui ont le dictionnaire de la commune de Bernard Noël, il y a tout l'inventaire des journaux, plus ceux qui existaient avant, comme le Figaro, etc. Voilà. Et puis, je pense que mon ami Jean Hannequin ne me contredira pas. Georges Sand, on dit, oh oui, mais elle ne connaissait pas, c'est pour ça qu'elle a pris parti contre la commune, elle ne connaissait pas les nouvelles de Paris. Non. Poète. D'ailleurs, elle dit ces choses abominables. Il paraît qu'à Paris, ils se mangent entre eux. Cela doit être. Quelqu'un qui reçoit cette information, cette fake news de 1831, il paraît qu'à Paris, ils se mangent entre eux. Non, quand même pas. Cela doit être. Mais Pas ça à propos de... sur la question de se manger, On n'arrête jamais, Michel. On peut voir tous les archivés, toute la presse Alors, nous de tous les temps. espérons, les amis de la commune, faire un voyage pour les membres au musée de la presse Maisonneuve et Châtelet. Hein. Et nous travaillons, je vais le dire tout à l'heure, nous travaillons sur la presse et Gabriel Ranvier. Puis-je demander à Michel de laisser l'orateur intervenir sur la question de manger? non, c'était sur la question de ces images on est mort de faim pendant la commune. On évoquait tout à l'heure le musée Carnavalet. Il y a quand même quelques erreurs dans ce musée, dont justement le petit couloir, parce que la commune dans ce musée-là, c'est juste un corridor, hein, c'est même pas une salle. Et dans ce corridor, il y a tous les clichés comme quoi on mange des rats, qu'on a du pain sec, et ce qui était le cas du siège de Prussien, mais pas celui-là. Et ma grand-mère, qui a connu des gens qui avaient connu la commune, quand je mangeais trop vite, me disait, on dirait que tu n'as pas mangé depuis la commune. Donc il y avait vraiment des stéréotypes de faim, alors que justement le ravitaillement a toujours eu lieu, et ils n'ont jamais eu faim, et il n'y a même pas eu de rationnement en fait réellement par rapport au premier siège prussien. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, en plus, ouais. Absolument, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Fort. Oui, c'est un petit truc, mais j'avais été voir une exposition au musée de la Poste, et alors c'était peut-être pas à ce moment-là, mais peut-être à l'année d'avant, enfin en tout cas c'est pendant le siège prussien. Oui. Et donc il disait que pour communiquer, ils envoyaient des ballons au hasard, on envoyait des messages comme ça qui pouvaient arriver n'importe où. Oui, ils arrivaient en Norvège et dans l'Atlantique des fois certains. Ah, Alors, c'est vrai. je discutais tout à l'heure et Mais c'est parfois, pas tout à fait au hasard parce que, par exemple, Édouard Vaillant, il envoie à ses parents à Vierzon une lettre et qui arrive parfaitement à son domicile en décembre 70, par-dessus les tirs des canons qui n'arrivaient pas aussi haut que les ballons à ce moment-là, ballons missiles, enfin les canons Krupp. Hein. Non, c'était, ça lui paraissait normal. Hein, et c'est vous pouvez le vérifier, c'est à la médiathèque de Vierzon, hein, la lettre qui est reçue. Voilà. Quelqu'un les récupérait, Oui, Oui, oui. oui. C'est le Il même y avait un système que réseau. pour la commune après. un peu, ouais. Oui. C'est pour ça que les pratiques se sont remis rapidement pour la commune parce qu'ils avaient subi un vrai blocage en fait. Et ils avaient quand même réussi à communiquer un peu. Donc des fois ils réutilisent les mêmes procédés. Le coup des ballons que je mets à la fin, c'est vraiment un souvenir du siège qui n'est pas nécessaire mais qui remettent en marche en fait. Et puis ça les amuse apparemment aussi. D'autres questions? Ils utilisaient des pigeons voyageurs? Non, parce qu'ils n'ont jamais été bloqués hermétiquement comme pendant le siège des Prussiens. Pendant le siège des Prussiens, les pigeons voyageurs ont beaucoup fait d'allers-retours et ont été très utiles, mais il n'y avait pas besoin pendant la commune. Donc j'ai aucune trace d'un pigeon qui a été utilisé pendant cette période. Vaillant pigeon, les dessins animés. Ah oui, celui qui a été décoré de la Légion d'honneur. Voilà, c'est ça. Et maintenant, un petit moment hollandais. Oui, nous avons la chance d'avoir deux Néerlandais. Venez, alors... Le micro, on ne l'a plus, pourquoi? venez profiter Oui, du tiens, micro, mettez-vous vous là. allez Bah oui. vous présenter et vous allez, je crois, faire un point sur la situation chez vous, 2-3 minutes. Hein. Moi j'ai même cité Amsterdam. Non, mais Ah, oui. promis, 2-3 minutes. Merci d'être invité ici. Je m'appelle Marie-Christine van der Sman
J'étais toujours directrice de musée et historienne. On a une maison secondaire à côté et nous avons fait des recherches sur l'histoire sociale aussi. Mon mari est ethnologue. Sur la situation aux Pays-Bas, je ne vais pas vous déranger plus long, mais juste un petit mot. C'est très important d'avoir un colloque comme ça ici, parce que je trouve personnellement que les idées de la commune sont très importantes pour nous aujourd'hui. Et pas seulement en France, mais aussi aux Pays-Bas, où on a construit un gouvernement extrême droite juste quelques semaines avant. Alors, je trouve que c'est important, c'est le 19e siècle, mais quand même, il y a beaucoup d'idées dans les idées de communes qui sont extrêmement importantes pour nous. Et pour ça, je veux bien vous féliciter avec la possibilité d'organiser un colloque comme ça ici. Parce qu'aux Pays-Bas, je peux vous dire, rien passe. Pendant les dernières 20 ans, parce que moi, je suis en retraite maintenant, j'ai travaillé toute ma vie à l'université comme professeur de l'ethnologie à l'université de Leiden et Amsterdam. Et je peux vous dire que je connais seulement un collègue à l'université de Leiden qui s'occupe avec l'histoire des mouvements sociaux. Alors ça veut dire l'histoire du socialisme, de l'anarcho-syndicalisme, l'anarchisme en général. Mais il y a 6 universités aux Pays-Bas. Aucune collègue s'occupe d'histoire sociale, de mouvement social. Parce que, vous savez, c'est toujours la monnaie qui compte. Si vous voulez faire une carrière universitaire chez nous, il faut vraiment choisir les sujets très diplomatiquement, je veux dire. Alors, l'histoire sociale, c'est pas, hip ou en vogue. Et il y a des gens qui font ça, qui sont en retraite parce qu'on aime l'histoire sociale, comme nous. Et on fait ça, mais officiellement, aux Pays-Bas, c'est un peu fini, j'espère. Alors c'est à cause de ça que c'est très important pour nous d'être ici et je suis très, très content d'être invité. Alors, bienvenue en France. Merci. Voilà. Malgré toutes les choses en France qui ne sont pas tellement... on peut critiquer la France aussi, mais quand même, oui. je veux bien vous dire qu'en France, ça, un colloque comme ça, c'est possible. Alors, oui, mais merci de nous prévenir que ça pourrait ne plus l'être. Eh bien, que le rouge commun de nos drapeaux soit immense. Un rouge immense. Ça veut dire en art. Tu veux récupérer. Ouais. Attends, je crois que c'est là. Voilà. Oui, c'est là. Voilà. Je vais éjecter. Voilà.